Le grand débat, bonjour. Danger de mort à ne pas vendre, parcelles ou maisons litigieuses. Ces affiches, vous et nous les lisons très souvent sur des propriétés foncières et immobilières. Et dans la plupart des cas, c'est des années après acquisition que surviennent ces litiges. Est-ce parce que les présumés acquéreurs ne prennent-ils pas assez de précautions? Est-il vraiment possible de se mettre à l'abri de ces surprises souvent désagréables? Que prévoit le nouveau code foncier et domanial en République du Bénin? Nous avons invité pour vous sur ce plateau des spécialistes en la matière. Xavier Zola, bonjour. Bonjour. Vous êtes investi dans ce domaine, vous êtes même auteur de 2 ouvrages, dont l'un est intitulé « Être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin ». Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau en tant que juriste spécialiste du foncier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. En face de vous, nous disons également merci à Maître Simplice Dako, huissier de justice, qui n'a aussi ménagé aucun effort pour répondre à cette invitation. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Roch. Voilà. Le rêve de tout Béninois, vous le savez, c'est de s'acheter un lopin de terre et d'y bâtir peut-être sa maison ou d'y ériger une entreprise génératrice de revenus. Mais il se voit les quelques années qui suivent face à des situations compliquées, complexes à gérer, ont une certaine remise en cause de sa propriété foncière. Alors Xavier Zola, dites-nous comment expliquez-vous ce comportement de plus en plus dans notre société? Merci. Je voudrais quand même saluer mon doyen, Maître Simplice Dako. Hein, c'est un huissier de référence donc, de la place. Absolument. Et tout le plaisir pour moi donc, de pouvoir être à ses côtés ici pour échanger sur une thématique qui est très intéressante, qui est d'actualité et sur laquelle vraiment les téléspectateurs ont besoin d'être éclairés. Alors, d'où vient le problème? C'est ça la question. Qu'est-ce qui amène vraiment dans ces différentes situations qui conduisent les uns et les autres souvent? Je dirais tout simplement que en matière foncière et domaniale, nous étions un peu comme dans une jungle dans notre pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle période comme ça? Enfin, jusqu'en 2000. Comme vous avez dit, nous étions jusqu'en 2013. Nous étions jusqu'au début des années 2000, je veux dire. D'accord. Et c'est tout ça qui a conduit donc, en 2013 au vote et à la mise en vigueur du code foncier et domanial, qui a vocation donc à clarifier le secteur, à remettre chaque chose à sa place, donc à donner les nouvelles indications, les nouvelles orientations pour la prise en main du foncier, pour espérer donc créer le cadre nécessaire en vue d'aller vers donc, la sécurisation. D'accord. Sinon, jusqu'au début des années 2000, c'était pas évident d'avoir une parcelle donc, et d'être sûr vraiment que le lendemain ou le surlendemain, quelqu'un ne se présente pour réclamer donc, la propriété donc, de la parcelle. Mais jusqu'aujourd'hui, ça se poursuit. Il y a des litiges domaniaux qui se produisent. Les litiges en eux-mêmes vont forcément avec la vie humaine. Donc, que des parties se retrouvent à se contester des droits ou et tout ça, se retrouver devant les tribunaux. Bon, tout ce qu'on souhaite dans le cadre de la réforme, c'est de pouvoir diminuer de manière drastique les conflits qui se présentent donc devant les tribunaux ou les conflits au niveau donc, je veux dire, au niveau local, des conflits qui sont peut-être gérés dans les familles ou par les personnes et tout ça. Et le code, bien entendu, a essayé donc de mettre en place les différents mécanismes pour régler les litiges. Et en amont, c'est de comprendre qu'il y a un nouveau dispositif pour l'accès au foncier. Et en espérant que si tout ce dispositif qui a commencé à être mis en place progressivement, si ce dispositif se concrétise,
pour encadrer l'accès au foncier, pour encadrer l'accès à l'information Ouais. foncière, pour encadrer le rôle et les interventions de chaque acteur, pour encadrer également les comportements donc, du citoyen, de celui qui un jour ou un autre se retrouve en position d'acquéreur ou bien de vendeur ou de donateur ou du découillou si on doit parler des questions de succession. Donc si chacun arrive vraiment à rentrer dans son rôle, donc les problèmes vont diminuer, les litiges vont diminuer pour qu'on puisse aller vers... Voilà. D'accord. Maître Simplice Dako, vous, on sait quel est votre métier lorsqu'il s'agit de déguerpir des gens. C'est vous qui allez exécuter. Alors dites-nous pourquoi la recrudescence des dossiers de litiges domaniaux devant les tribunaux? Merci bien, Monsieur Roch. La recrudescence des dossiers de litiges domaniaux devant les tribunaux ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Depuis que la Terre a existé et que l'homme s'est rendu cupide, les contestations sont nées et les litiges inhérents aux contestations aussi sont nés. Mais un peu comme je le disais tout à l'heure, en temps normal, depuis 2013 qu'on a voté ce code, on devrait assister à une diminution de ces plaintes-là. Heureusement que c'est le conditionnel. Tout porte à croire que c'est le contraire. C'est maintenant que cela s'accentue. Et à l'avènement de la loi 2013-01 du 14 août 2013, j'avais fait une analyse personnelle. C'est un peu comme si c'est la mafia foncière qui s'est retrouvée au niveau du législateur pour édicter un test et se protéger. Ah bon. Parce que cette loi avait quelques, à mon avis, insuffisances, imperfections. Figurez-vous qu'en tout temps, les autorités au pouvoir se sont arrogées des droits sur des parts entières du territoire national, sans en être propriétaire. Du simple fait d'avoir été autorité, on a droit à des domaines, à des parcelles. Si, entre-temps, ces domaines se retrouvaient propriété d'une collectivité, d'un individu, il y a de quoi à la descente du pouvoir, ces collectivités réclament leur propriété. Tout à fait. Ça peut faire objet de contestation devant le tribunal. Par ailleurs, je parlais tantôt de la cupidité humaine, de la cupidité de certains acteurs. De la justice? Pas seulement de la justice, mais de tous les domaines. Ah, je parle de cupidité simplement parce que pour peu qu'on a à charge tel dossier ou tel autre dossier, on veut être rétribué en parcelle. Qu'on soit fonctionnaire de l'État, donc qu'on perçoive un salaire, le seul fait d'avoir été à un moment donné sur le chemin de ce dossier, mais on veut devenir propriétaire sans aucun droit. Et puis, il y a les mafieux qui existent. Il y a des mafieux. Figurez-vous, et ce n'est pas peut-être pour sitôt que Cotonou tout entier ou des grands ensembles de Cotonou seront en litige du simple fait du simple fait que des parcelles ont été relevées au nom de tierces personnes alors que les vrais propriétaires occupaient les lieux. Tous les titres fonciers qui ont été délivrés et entre-temps, avant l'avènement de la NDF, on va dire que tous les titres fonciers sont réguliers. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai que le titre foncier, par essence, est inattaquable, cependant que ces titres fonciers sont relatifs à des domaines qui souffrent de contestation. Et d'un autre côté, je veux immatriculer par exemple mon domaine. Et puisque le voisin est analphabète, en négociant, en entreprenant le géomètre, je lui demande d'étendre la contenance de ma parcelle ou de mon domaine sur une bonne partie du voisin. Et j'immatricule mon domaine avec une partie du domaine du voisin. Et là, mon titre foncier est inattaquable, cependant que sa contenance est en deçà de ma propre propriété. Ça va souffrir de contestation. Et il y a certains experts qui, lors du levé contradictoire, qui conduit à l'immatriculation, il y en a qui
bien que ce soit obligatoire, les limitrophes, les signatures, qui négocient avec le requérant, qui lui prennent de l'argent, et peut-être qu'ils vont imiter des signatures des voisins qui n'ont jamais été d'accord sur les limites de la parcelle de celui qui demande le titre foncier. Donc c'était là les insuffisances du code. Vous avez certainement apporté des observations pour son amélioration. Bon, nous avons apporté en son temps des observations, il y a eu des séminaires, et dans la loi modificative, la loi 2017-15, il y a ces observations qui ont été prises en compte dans une certaine mesure. D'accord, très bien. Alors, Xavier Zola, je veux acquérir un domaine aujourd'hui, de même que les téléspectateurs qui nous suivent, ils veulent savoir quelles sont les démarches qu'il faut mener pour ne pas tomber dans ce piège. Alors, avant d'aborder la question, quand même, je voudrais revenir pour dire que tout à l'heure, je commençais à faire remarquer que nous sommes revenus de très loin. Tout à fait. Quand vous avez essayé de remettre, de planter le décor pour qu'on puisse commencer, nous revenons de très loin. Et très certainement, tout ce que mon doyen, Maître Dako, venait donc de faire remarquer fait partie des éléments qui ont été remarqués certainement à un niveau ou à un autre, et qui a fait que l'ensemble du pays, et ça je veux insister là-dessus, avec l'État devant, les consultations ont permis donc de définir des orientations qui ont été reprises dans le code foncier domanial. Bon, qu'il y a eu des imperfections, c'est normal, une œuvre humaine, et c'est la preuve que, bon, quand ça a commencé, quand il fallait faire des réajustements, les réajustements ont été faits, et c'est pas toujours aussi garanti que là où le test, il est maintenant, il est parfait, il est tout ça. Mais déjà, c'est que ce qui a été décidé doit pouvoir être mis en œuvre. Les dispositions qui sont énoncées par le code doivent pouvoir être mises en œuvre pour espérer que on puisse bouger, pour espérer que les lignes puissent bouger. C'est ça l'élément qui est important, à commencer par ce dont vous commencez à parler là, qui concerne l'accès au foncier. De manière générale, aujourd'hui, pour l'accès au foncier, il y a deux grandes catégories, comme on dit. Il y a l'acquisition. Vous voulez acquérir, ça suppose que l'acquisition, c'est pas la vente, c'est-à-dire vous achetez, ou quelqu'un vous donne, ou vous pouvez posséder par l'héritage, par voie d'héritage ou autre. Bon, il y a l'échange aussi qui est énoncé. Mais l'accès au foncier peut se faire également par la location, ce que nous appelons, non pas le bail, pas un bail, mais là c'est que il ne s'agit pas d'une acquisition, il n'y a pas le droit de propriété qui passe d'une main pour rentrer dans l'autre, mais juste vous avez un droit d'exploitation. Voilà, un droit d'usage, un droit d'exploitation. D'accord. Et le code a essayé d'en parler, même si là également les spécialistes de la question des baux ruraux, des baux agricoles vous diront qu'il faut encore aller un peu plus. Mais c'est déjà bien que le chemin soit tracé et qu'il y a cette possibilité-là d'avancer. Alors, si je reviens de toutes les façons, l'un ou l'autre, dans l'un ou l'autre des cas, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui et qu'il faut noter, pour qu'une parcelle passe d'une main pour rentrer dans une autre main, ou pour qu'une parcelle soit mise à la disposition de quelqu'un d'autre pour être exploitée, il faut toujours s'assurer que la parcelle appartient vraiment à celui qui veut la céder. Alors, comment s'assurer? Et il y a le seul titre de propriété défini par le code foncier domanial reste le titre foncier. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsque vous voulez acheter la parcelle chez quelqu'un qui vous dit « je suis détenteur du titre foncier », ça vous donne une garantie à 100%. Ça suppose que s'il a un titre foncier, aujourd'hui, tous les titres fonciers qui existent ont été donc numérisés. Donc, l'ensemble des archives foncières ont été numérisées. Et donc, celui qui voudrait bien acquérir une terre qui a un titre foncier peut se rapprocher de l'administration foncière pour vérifier. Donc, le doyen a parlé d'état descriptif. Je sais pas. Donc, pour se renseigner, pour être sûr que le titre foncier, il est vraiment au nom de telle personne. Voilà. Mais celui qui ne l'a pas, qui n'a pas le titre foncier, parce que pour faire un titre foncier, vous savez, c'est une fortune qu'il faut débourser. Donc, tout le monde... Justement,
Il y a quelques années encore, quand le mot titre foncier, l'expression titre foncier sort, c'est que c'est réservé à une certaine élite, c'est vraiment un truc, on ne s'approche pas, vraiment c'est des gens d'une certaine catégorie qui, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est aussi tout ça que le code nous permet donc de régler. Et l'administration avec le gouvernement qui fait beaucoup d'efforts pour essayer. Alors, à défaut d'avoir le titre foncier, encore que si je dois finir avec la question du titre foncier, il faut noter que quand quelqu'un a un titre foncier en main, toutes les opérations qui y sont relatives doivent passer par notaire pour être constatées par le conservateur avant, donc ce qui est appelé aujourd'hui le régisseur communal au niveau des bureaux communaux du domaine du foncier. Mais il y en a qui ont des titres fonciers en main et qui ont fait des opérations qui ne les ont pas inscrites, lesquelles opérations ne sont pas inscrites sur le titre foncier. Ça veut dire que vous avez par exemple un titre foncier, en temps, vous avez vendu la parcelle à quelqu'un comme ça, mais votre nom est toujours resté sur le titre au niveau des archives il faut foncières. d'abord faire la mutation. L'autre, pensant qu'il a acheté, n'a pas... Ou peut-être vous avez 2000 mètres carrés, vous avez vendu 1000 mètres carrés, vous avez juste fait une convention de vente, peut-être entre-temps le maire avait signé ou quelqu'un avait signé. Mais ça ne... Parce que, in fine, dans les documents, vous avez encore un titre foncier de 2000. Au niveau de l'administration foncière, vous avez encore un titre foncier de 2000 mètres carrés. Celui, entre-temps, qui est rentré, qui dit avoir fait une opération, il est en insécurité. Donc, il est toujours sous couvert de celui qui l'a vendu. Et tout ça revient maintenant à dépendre de la bonne foi au nom de son vendeur. Donc, ça, c'est juste une remarque que je voulais faire par rapport au titre foncier. Donc, à défaut d'avoir le titre foncier, il y a ce que la loi a cité comme acte de présomption de propriété. Donc, le code les a cités nommément. Pour les parcelles loties, si la parcelle est lotie, il faut l'attestation de recasement. Ce n'est pas, souvent les gens vont vous sortir, voilà les reçus CIECAM, reçus, et puis on m'a recasé. Il faut l'attestation de recasement est signée par le maire. D'accord. Le maire. De recasement. C'est pas l'attestation de recasement signé par un comité de lotissement ou bien un truc que souvent les gens vous sortent toutes sortes de documents. Bien sûr. Donc une parcelle lotie, il faut forcément l'attestation de recasement. D'accord. Si elle n'est pas lotie, donc une parcelle rurale, en milieu rural, une parcelle au village ou en zone non lotie, tout court, c'est l'attestation de détention coutumière ADC, toujours délivrée donc par le maire. Et c'est l'une des innovations du code pour pouvoir délivrer des actes à toutes ces parcelles. Ensuite, nous avons le certificat administratif qui n'est plus délivré, qui en principe depuis 2013 ne devrait plus être délivré. Donc, c'est vrai qu'il y en a. De toute façon, il faut un certificat administratif ou, entre-temps, le certificat foncier rural, s'il y a eu un certificat foncier rural là où il y a eu des PFR, ou ainsi de suite. Donc, à défaut d'avoir le titre foncier, il faut forcément avoir. La convention de vente, je vais en terminer là, la convention de vente n'est pas un acte de présomption de propriété. En tout cas, vous prenez l'article 4 du Code foncier de manière de la loi 2001-1 qui a été modifiée par la loi 2017-15. La convention de vente n'est pas citée comme acte de présomption. D'accord. Donc la convention de vente, si vous permettez, c'est un acte qui constate une transaction. Quelqu'un dit, moi, telle parcelle m'appartient, et j'ai cédé cette parcelle à telle personne. À tel montant et tout. Mais derrière, qu'est-ce qui prouve que la parcelle lui appartient? C'est ça la question. Donc, il faut aller rechercher l'attestation de détention coutumière. Le TF ou l'attestation de recasement, l'ADC, le CFR, le certificat, un de ces documents pour prouver derrière. Et donc, c'est le socle du dispositif en ce moment. Et après, il reste d'autres conditions, notamment pour les terres en milieu rural et tout ça, la condition relative à la nationalité aussi qui joue un peu. Mais déjà, c'est qu'il faut régler la question de la propriété ou à la base, avant tout autre. D'accord, très bien. Mais maître, vous avez suivi, il a essayé de lister un peu les pièces, les démarches administratives qu'il faut même mener avant de s'assurer qu'on est propriétaire de sa parcelle. Les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui et qui n'ont que la convention de vente de leur parcelle, peuvent-ils dire aujourd'hui qu'ils sont en insécurité? Ils sont totalement en insécurité s'ils ne sont que détenteurs d'une convention de vente.
Et comme l'a dit M. Zola Xavier, que je salue au passage pour ces 2 ouvrages qui nous renseignent suffisamment, qui nous renseignent et qui renseignent les citoyens, au-delà de la convention, il faut aller à la quête d'un titre de propriété. Nécessairement, il faut aller à la quête d'un titre de propriété. Et cette quête passe par des préalables. Il a cité les préalables tout à l'heure. Et ce que moi je demanderais, c'est déjà que dans le décret portant les tarifs des tours à l'ANDF, que l'État puisse revoir à la baisse le coût de l'état descriptif qui est à 10 000. Pour moi, c'est un peu excessif. Vous pouvez, pour les inscriptions hypothécaires, les mains levées, les radiations, porter des coûts, mais pour permettre aux citoyens ordinaires d'aller compulser le registre foncier, il faut diminuer le coût pour qu'il ait l'information, la vraie, qui lui permette d'entreprendre les démarches. D'un autre côté, il faudra de la sensibilisation des agents municipaux, même jusqu'à l'ANDF. Il faudra une sensibilisation. Ils sont agents de l'État et ils perçoivent salaire. Celui qui vient vers eux ne doit pas être une garantie d'arrondissement de la fin du mois, comme ils le disent. Qu'ils accomplissent en toute honnêteté le devoir qui leur incombe, pour que celui qui a sa convention de vente puisse être informé du processus de l'accomplissement des tâches, ou plutôt des formalités en vue d'obtenir son titre foncier. Sinon, à la date d'aujourd'hui, avec nos 2 tests, la convention de vente ne constitue pas un titre de propriété. D'accord. Donc, pour me résumer, ou bien pour vous résumer, c'est que même si vous n'avez que la convention de vente aujourd'hui, il est possible pour vous, et c'est d'ailleurs recommandé, qu'il faut aller à la recherche de quelle pièce pour sécuriser votre parcelle. Oui, vous avez votre convention, il faut aller à la recherche. Si c'est déjà recasé, aller à la recherche. Les parcelles, bon, ok, d'accord, si c'est déjà recasé. Aller à la recherche d'une attestation de recasement d'abord. D'accord. Heureusement, l'État a fixé les frais de recasement à 100 000 francs. Donc, avec 100 000 en maintenant, 5 000 francs. Il y a un arrêté. Je voulais justement revenir sur la question des coûts. Il faut vraiment dire qu'il y a un effort qui est fait pour ramener les coûts à la baisse. C'est sûr, c'est un plaidoyer que fait Maître Dako. C'est sûr que c'est surtout avec 2024, c'est aller dans les oreilles des personnes les plus... Il faut le faire. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une volonté clairement affichée du gouvernement d'encadrer les prix, non seulement de les encadrer, mais de les ramener à la baisse. La question des frais de lotissement, par exemple, il y a l'arrêté pris par le ministre des Finances il y a quelques mois, je crois que c'était en février ou mars, et qui fixe maintenant les frais de lotissement à 80 000 francs pour les anciens lotissements. D'accord. Ouais. 80 000. Au lieu de 100 000 francs. Et bon, 100 000 francs, c'est de manière générale, mais pour les anciens lotissements, c'est à 80 000 francs. Donc, il y a, et en principe, c'est des frais uniques. D'accord. C'est aussi tout le combat que mène l'administration, qui mène avec à l'avant-garde du gouvernement. On fixe les coûts, mais c'est qu'il faut amener chaque acteur à respecter les coûts. D'accord. Mais je veux quand même, pour ce que je sais de l'ANDF, par rapport à ce que Maître Dako a dit, je crois qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de situation aujourd'hui où quelqu'un puisse dire qu'il s'est présenté dans un des bureaux de l'ANDF et que quelqu'un a voulu arrondir c'est déjà fait de moi. Ça, je peux vous le garantir, je peux le dire pour ce que j'en sais. Ça, là, pour c'est déjà heureux. Effectivement. Mais maintenant, vous parliez pour les, comment dit-on, les parcelles qui sont déjà loties et recasées, il faut demander l'attestation de recasement. Maintenant, pour les zones qui ne sont pas encore loties, pour lesquelles vous n'avez que la convention de vente. Oui, il y a, même avant d'aller à la convention de vente, si c'est un achat récent, avant d'y aller, il faut chercher à savoir si le vendeur est détenteur d'un certificat administratif ou bien de possession coutumière. CFR. Le CFR, le certificat de foncier. Bon, il faut s'assurer qu'il y a ces documents. Il n'y a pas de présomption de propriété verbale.
Là, je pèse bien mes mots. Il n'y a pas de présomption de propriété verbale. Toute propriété est attestée par un document. Et si le vendeur n'est pas détenteur de ce document et que vous voulez coûte que coûte acheter la parcelle, le domaine, il faut l'aider à l'obtenir afin de sécuriser votre vente. C'est vrai que on dit que toute convention accordée, légalement accordée, tient lieu de loi à ceux qui les ont faites, d'accord. Mais si cette convention porte sur du faux, c'est qu'à la base, déjà, cette convention est erronée et ne vous confère pas un droit de propriété sur un domaine acheté. Et le code, justement, est clair là-dessus. Si on ne respecte pas les conditions préalables, c'est que la transaction est nulle. Et de nul effet. Ben oui, c'est cela. Il faut y parvenir. C'est clairement... Et ça, là, c'est... Donc, voilà un peu pour ce qui n'est pas... Et moi, je vais ajouter quelque chose. Je demande à l'État... Parce que là, on me fait de grands gestes que le temps... Je demande à l'État de criminaliser toute infraction foncière pour discipliner le Béninois. Toute personne qui commet un délit en matière foncière, que cet individu soit... Qu'on modifie la loi pénale et que ce soit plutôt un crime. Les crimes économiques nous disciplinent. Il faudrait que les crimes fonciers disciplinent ceux qui sont encore de la mafia foncière. Merci infiniment, Maître Simplice Dako. Nous n'avons pas la prétention. C'est tellement intéressant que nous allons faire un second plateau pour ça. Vous demandez un dernier mot. Je vous donne rapidement 30 secondes pour dire ce que je veux dire, la réforme foncière, ce n'est pas l'affaire de l'État seul ou bien d'un groupe ou de quelqu'un seul. La réforme foncière implique l'ensemble donc de la population. Les professionnels, il y a les huissiers, les magistrats, les notaires, les géomètres, il y a l'administration. Mais il y a vous aussi, déjà, pour ce que vous faites, pour accompagner, pour expliquer, pour sensibiliser, mais aussi le citoyen. Parce qu'après aussi, nous avons à changer comme des comportements qui sont très vieux. Celui qui prend son argent ou ramasse une tontine, comme on dit, et qui veut se cacher pour aller remettre l'argent avant de commencer à dire, comme je fais, comment pour les papiers, déjà c'est lui qui commence à créer le problème. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant tout ce que vous dites. Je parie que les téléspectateurs regretteraient que l'émission soit venue aussi rapidement à son terme. Nous allons essayer de reprogrammer un autre plateau pour revenir plus amplement sur d'autres aspects concernant le foncier en République du Bénin. Je vous dis infiniment merci, Xavier Zola, juriste spécialiste des questions foncières. Vous avez eu à éditer deux ouvrages, je vais dire. Et merci également à vous, Maître Simplice Dako, huissier de justice. Merci bien. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Grand Débat. On va vous retrouver avec le plaisir dans une autre émission, certainement pour mieux approfondir cette thématique que nous avons entamée. Au revoir et à très bientôt.